comment allez-vous les gars? Ici c'est votre Piclaski. Aujourd'hui encore on est là pour faire une réaction d'une vidéo. Donc cette fois-ci on va parler de l'histoire, l'empire africain le plus puissant de l'histoire, l'empire du Mali. Le Maliba, l'histoire le plus puissant de l'histoire le plus puissant. Donc allons-y, regardez la vidéo ensemble. Vous allez apprendre beaucoup de choses dans cette vidéo. Je vous ai toujours dit qu'ici on est là pour faire de l'ambiance, mais on est là aussi pour apprendre. Tous les jours on apprend. On n'est jamais fatigué d'apprendre quoi. Donc on va apprendre toujours. On va faire de l'ambiance. N'oubliez pas, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager la vidéo, n'oubliez pas de aimer, n'oubliez pas de commenter aussi. On est ensemble les gars. Donc allons-y regarder l'histoire ensemble. On dit que l'histoire que vous allez découvrir est le fruit de nombreuses richesses historiques. Certains faits peuvent varier selon les sources, mais tout a été vérifié avec le plus grand soin. Bonne vidéo. Allons-y les gars, si tu n'as pas aimé cette vidéo, c'est que tu n'es pas africain même, c'est que toi-même tu connais pas une bonne vidéo. Tu dois aimer cette vidéo, tu dois partager cette vidéo, tu dois commenter. Donc allez-y les gars. Dans l'immensité du Sahara, on ne croise pas grand-chose. Les dunes s'étendent à perte de vue, le soleil brûle, le vent soulève des nuages de sable et sur les quelques pistes praticables, seuls les marchands berbères et le pas des dromadaires viennent briser le silence du désert. Mais en 1324, un cortège est venu bousculer ce silence. Des centaines, voire des milliers de chameaux tirent des caravanes en plein cœur du Sahara. Des serviteurs, des esclaves et des soldats encadrent cette étrange procession. On raconte qu'ils sont plus de 60 000. Et parmi eux se trouve un homme. Drapé dans des étoffes d'or, tous les regards se tournent vers lui. Partout où il passe, les foules s'attroupent. On raconte qu'il distribue de l'or au point de déstabiliser les économies de régions tout entières. Cet homme, c'est Mansa Moussa, le roi des rois, en route pour son pèlerinage à la Mecque. Et derrière Mansa Moussa se trouve un empire tellement vaste et tellement riche que les rois européens... Mansa Moussa, ceux qui connaissent Mansa Moussa connaissent Mansa Moussa. Ceux qui connaissent l'histoire de Mansa Moussa connaissent l'histoire de Mansa Moussa. Mansa Moussa. C'est ça qu'on va apprendre aujourd'hui. C'est l'histoire de Mansa Moussa qu'on va apprendre aujourd'hui. C'est l'histoire du Mali qu'on va apprendre aujourd'hui. Quand on parle du Mali, on parle de l'Afrique, on parle de l'AES, les gars. Vous devez aimer cette vidéo, vous devez partager cette vidéo, vous devez commenter cette vidéo. Donc, allons-y, les gars. Les Européens entendront bientôt parler de lui. Un empire africain, l'empire du Mali. Pourtant, qui s'en souvient ? Quand on évoque le Moyen-Âge, on pense aux croisades, à la peste noire, à la guerre de 100 ans, mais qui pense au Mali ? Quand on évoque le Moyen-Âge, on pense à Charlemagne, à Gengis Khan, à Richard Cœur de Lion, mais qui pense à Mansa Moussa ? Pourtant, on parle là du plus grand empire africain de son temps. Il s'étend des côtes atlantiques à l'ouest, aux rives du fleuve Niger à l'est, du Sahara au nord, à la forêt équatoriale du golfe de Guinée au sud. Aujourd'hui, je te raconte son histoire, de sa fondation dans les steppes du Sahel à son âge d'or sous Mansa Moussa, jusqu'à son déclin progressif au XVe siècle. Une histoire de conquête, de richesses inimaginables, de luttes internes, une histoire souvent oubliée. Alors installe-toi bien, voici l'histoire incroyable de l'Empire du Mali. Alors avant de plonger dans ce récit, il faut mettre le point sur un élément important. L'histoire de l'Empire du Mali, elle n'est pas aussi documentée que les royaumes européens ou asiatiques. Les sources écrites sont rares et viennent souvent de l'extérieur. Aujourd'hui, les principales sources qui sont venues jusqu'à nous, elles viennent d'auteurs arabes, de chroniqueurs comme Ibn Khaldoun ou Al-Oumari, ou du voyageur Ibn Battuta, un auteur marocain qui a passé plusieurs mois dans l'Empire du Mali. Et si l'Afrique subsaharienne a produit moins de textes écrits qu'en Europe ou en Asie, c'est pas du tout par manque d'érudition, mais parce que culturellement, la tradition de la transmission du savoir était orale, un peu comme les Vikings.
L'histoire se transmettait par la parole, par les griots, ces poètes conteurs et gardiens de la mémoire. Et pour les historiens, ces récits sont à la fois précieux et en même temps tellement difficiles. Précieux parce qu'ils permettent de garder vivante la mémoire d'une histoire qui est écrite nulle part ailleurs, mais difficile parce que ces histoires se sont modifiées avec le temps, ce qui rend la frontière entre le réel et le mythique extrêmement fine. En clair, l'histoire que je te raconte aujourd'hui, elle n'est pas exhaustive. Elle ne se compose pas de dates gravées dans le marbre. C'est une histoire reconstituée à partir de fragments laissés par les griots, les auteurs arabes ou les recherches archéologiques plus récentes. Mais c'est ça aussi qui la rend fascinante. C'est une histoire qui a traversé le temps par la voix des hommes et qui résonne encore aujourd'hui. L'histoire de l'Empire du Mali commence d'ailleurs avec un personnage presque mythique à la frontière entre le réel et la légende. Elle commence avec un homme, Soundiata Keita. Mais pour bien comprendre ce personnage, il faut d'abord imaginer le monde dans lequel il émerge. Notre histoire commence donc au XIIe siècle. L'Afrique subsaharienne est alors un véritable carrefour commercial. À cette époque, le Sahara est traversé par de nombreuses routes reliant les royaumes d'Afrique de l'Ouest aux cités marchandes du Maghreb. Chaque jour, des caravanes entières s'y engagent, chargées de sel, d'or, d'ivoire ou d'esclaves. Au sud du désert, la région du Sahel est alors une mosaïque de peuples et de royaumes, parfois alliés, mais souvent rivaux. Soninké, Peul, Malinké, Soso, chaque peuple a ses traditions, ses alliances et ses rivalités. Et c'est dans ce contexte trouble qu'émerge d'abord le royaume du Ghana, l'un des plus anciens royaumes d'Afrique de l'Ouest. À son apogée au Xe siècle, ce royaume dominait le commerce transsaharien grâce à ses mines d'or et grâce au contrôle des routes commerciales. Mais au XIe siècle, le Ghana est déjà sur le déclin. Fragilisé par des rivalités internes, le royaume voit même sa capitale être conquise en 1076 par les Almoravides, une dynastie berbère qui régnait sur les territoires actuels du Maroc et de l'Espagne. Bon, face à ce déclin, un nouveau royaume prend alors de l'importance. C'est le royaume de Soso, qui est dirigé par le clan des Kanté. Vers 1200, le jeune Soumaoro Kanté est désigné pour devenir roi à la place de son père. Bon, les récits des griots africains le décrivent comme un roi redoutable, un roi cruel, qui est même doté de pouvoirs magiques. Il rêve d'étendre son royaume dans toute la région et mène pour cela une politique de conquête violente. C'est une histoire très intéressante, les gars. On doit partager cette vidéo massivement. On doit partager cette vidéo massivement, les gars. On doit aimer cette vidéo. Allons-y, les gars. Soumaoro attaque les royaumes voisins les uns après les autres et il ravage ce qu'il reste du royaume du Ghana. Mais pour consolider son pouvoir, le royaume du Soso a besoin d'or. Et il décide donc de s'emparer des mines d'or qui se trouvent sur le territoire du Mandé, qui est une région au sud du Mali actuel. Peuplé par l'ethnie Malinké, ce territoire n'est alors qu'un ensemble de clans et de petites chefferies rivales dirigées par des chasseurs islamisés. Sauf qu'après avoir soumis le Mandé, Soumaoro doit faire face à l'hostilité de ses habitants. Et c'est dans ce contexte précisément qu'un jeune prince prend progressivement la tête de la résistance. Ce prince, c'est Soundiata Keita, l'enfant du destin. Tiens, je profite de la fermeture de chapitre 1 parce que si t'es fan d'histoire, le sponsor de cette vidéo risque de te plaire énormément. Je veux te parler de Philae. En gros, sur Philae, tu peux créer gratuitement ton arbre généalogique et remonter facilement le fil de ton histoire familiale à partir de millions d'archives. Et pour ça, ils utilisent les actes d'état civil, les archives militaires, les recensements et même les tables de succession et d'absence pour les décès du début du XXe siècle. Et je te promets, c'est incroyable. Regarde un peu tout ce que j'ai pu faire. Déjà, la taille de cet arbre est gigantesque et en le construisant, j'ai pu remonter jusqu'au XVIIe siècle. Et j'ai appris par exemple que j'avais comme ancêtre Louis Bonduel, qui est le fondateur du groupe Bonduel. Et dans une autre branche, j'ai comme ancêtre Prosper Desrôdes, qui est ancien président du tribunal de commerce et chevalier de la Légion d'honneur. Ce que j'ai particulièrement adoré, c'est que le site fait une bonne partie du boulot pour toi. Il reconnaît les noms, les lieux, les dates et il te propose directement des correspondances. En gros, Philae, c'est un peu le Sherlock Holmes de ta famille. Alors toi aussi, crée ton arbre gratuitement et si tu veux aller plus loin et accéder comme moi à toutes les archives en illimité, j'ai un code promo exclusif César35 et il te donne 49 € de réduction sur l'abonnement annuel, donc 35,99 € au lieu de 84,99 € la première année. Le lien est tout en haut de la description comme d'habitude et franchement n'hésite pas, c'est incroyable. Bon, pour reprendre son histoire, Soundiata Keita naît à la fin du XIIe siècle dans une famille royale du Mandé.
C'est le fils d'un roi, mais son destin semble compromis dès sa naissance. Parce que selon la tradition orale, Sundiata est né faible, les jambes paralysées, incapable de marcher. Il est méprisé par ses frères, humilié pour son handicap. Mais Sundiata n'est pas un enfant comme les autres. Toujours selon la tradition orale, à l'âge de 7 ans, il aurait réussi à se tenir debout pour la première fois et il aurait retrouvé l'usage de ses jambes après avoir touché un bâton royal. Bon, cette image, entre histoire et légende, elle est restée comme le symbole de sa vocation, celle d'un prince capable de dépasser sa condition pour mener son peuple. Pourtant, quand son père meurt, Sundiata n'est pas choisi pour lui succéder. Sa faiblesse passée le discrédite et son demi-frère, devenu roi à sa place, le pousse lui et sa mère à l'exil. Et c'est précisément dans cet exil qu'il grandit, qu'il apprend et qu'il forge son caractère. Mais pendant ce temps, dans le Mandé, la menace s'intensifie. L'oppression de Soumaoro devient peu à peu insupportable pour les Malinké. Ils se souviennent alors de l'enfant boiteux, devenu homme, le prince promis. Sundiata est rappelé de son exil pour prendre la tête de la résistance face au royaume du Soso. Et c'est ici que l'histoire bascule. En fait, très vite, le jeune prince devient très populaire et il fédère autour de lui les forces de différents royaumes en lutte contre Soumaoro. Et les deux camps s'affrontent finalement en 1235 lors de la bataille de Kirina. Mais selon la légende, Soumaoro serait invincible, protégé par la magie. Mais Sundiata parvient à découvrir son point faible et il blesse le roi du Soso grâce à une flèche munie d'un ergot de coq blanc, la seule arme pouvant contrer sa magie. Blessé, Soumaoro s'enfuit alors et disparaît finalement dans les montagnes. La victoire de Sundiata est totale et de cette victoire naît un véritable empire. Bon, après ce succès retentissant, les clans et les royaumes du Mandé, jusque-là dispersés, s'unissent sous une même autorité et prêtent allégeance au nouvel homme fort de la région. Sundiata se fait attribuer le titre de Mansa, le roi des rois en malinké. Mais le nouveau Mansa sait une chose, l'unité des clans, si durement acquise, reste fragile. Après avoir mené une longue guerre, il fallait absolument éviter que tout ne s'effondre et que la région retombe dans les vieilles rivalités. Tout simplement pour transformer sa victoire en empire durable. Sundiata doit donc fixer des règles claires. Et pour cela, il convoque une grande assemblée. Il réunit les chefs de clan, les notables, les guerriers et les griots et fait proclamer ce qu'on appelle le Kurukan Funga, ou bien la charte du Mandé. Bon, il s'agit en gros d'une constitution orale qui fixe les droits et les devoirs dans différentes castes et qui définit les principes de justice et de succession au sein du nouvel empire. Une fois les bases d'un état structuré posées, l'empire du Mali s'étend rapidement. Reprenant les principes établis par le royaume de Soso, Sundiata lance la formation d'un empire puissant en soumettant les royaumes voisins. Il conquiert par exemple ce qu'il reste du territoire du royaume du Ghana déclinant, notamment des régions riches en mines d'or. À l'est, il avance son influence le long du fleuve Niger jusqu'aux portes de Gao. Et à l'ouest, il pousse les limites de son empire vers les rivages de l'Atlantique, dans la région qu'on appelle la Sénégambie. Mais Sundiata ne se contente pas de soumettre. Pour assurer la pérennité de son empire, il le structure. En fait, l'empire du Mali est une confédération de provinces ou de royaumes, avec à leur tête un gouverneur local qu'on appelle Farin ou Farba. C'est lui qui était responsable de la collecte des taxes et de la gestion des affaires locales, le tout sous l'autorité directe du Mansa. En échange de la reconnaissance et de la fidélité à l'autorité impériale, les chefs de province gardaient donc une certaine autonomie. Mais quand Sundiata Keita meurt vers 1255, il laisse derrière lui bien plus qu'un vaste territoire. L'empire du Mali est déjà doté d'un système politique solide, mais il est surtout doté d'une légende fondatrice qui unit les clans ouest-africains sous une même bannière. Mais si Sundiata a bâti les fondations, ce sont bientôt ses successeurs qui reprennent la construction et qui feront briller l'empire du Mali dans tout le monde connu. Rocks. I'm writing a paper on them. This is the last thing signed between me and Bray. L'histoire africaine n'échappe pas à une règle constante de l'histoire en général. Fonder un empire est une chose, mais le maintenir, c'en est une autre. Et même si Sundiata laisse derrière lui un empire déjà immense, cet empire reste jeune et donc fragile. Et c'est son fils, Wali Keita, qui hérite de la lourde tâche de lui succéder en prenant le nom de Mansa Oulé.
Son règne dure une quinzaine d'années, donnant une certaine stabilité à l'Empire, et dès son ascension sur le trône, Mansa Oulé poursuit l'œuvre de son père. Il renforce l'autorité impériale dans les provinces et il étend l'influence du Mali vers l'est, notamment en prenant la ville de Gao. Ces terres, situées dans ce qu'on appelle la boucle du fleuve Niger, sont hautement stratégiques. En plus de contrôler une partie du commerce fluvial, elles sont également une débouchée des routes commerciales transsahariennes. Mais Mansa Oulé est également connu pour être le premier empereur malien à entreprendre le Hajj, le pèlerinage vers la Mecque. Et cet événement témoigne d'une réalité importante. Pourtant, dès le XIIIe siècle, l'islam est déjà... Ma famille, ici, on va arrêter ici pour aujourd'hui. Ça, c'est la première partie. Donc, on va faire la deuxième partie la prochaine fois. Donc, l'histoire, c'est... L'histoire du Mali est tellement choquante. L'histoire du Mali est tellement... C'est tellement intéressant, les gars. Donc, on va continuer la deuxième partie après. Donc, je vous aime, les gars. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de liker aussi. Ça, c'est une bonne vidéo. Donc, on parle de l'Afrique, on parle de l'AIS. Donc, n'oubliez pas de partager la vidéo massivement, les gars. Partager la vidéo massivement, on est ensemble. Je vous aime.